Mélusine est une sorte de sirène bien connue dans le nord et l'ouest de la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Elle est souvent représentée comme un bel esprit féminin d'eau douce. Mélusine était l'enfant d'un roi humain et d'une fée. Elle fut maudite par sa mère pour se transformer en serpent à partir de la taille tous les samedis, en représailles pour s'être vengée de son père. Mais cette malédiction ne l'empêchait pas d'être heureuse si sa forme bestiale n'était pas vue par son bien-aimé. Dans la forêt de Coulombiers en Poitou, Mélusine rencontra Raymond, noble, lors d'une partie de chasse. Ils tombèrent amoureux et se marièrent, mais Mélusine fit promettre à Raymond de ne plus entrer dans sa chambre le samedi. Il accepta et le couple vécut heureux pendant de nombreuses années. Mélusine lui donna plusieurs enfants et aida son mari à gouverner le pays, une période très prospère pour la région. Mais des rumeurs se propagèrent sur l'absence de Mélusine le samedi. Et poussé par un parent, Raymond commença à douter de la fidélité de sa femme. La méfiance et la curiosité aidant, il espionna sa femme par le trou de la serrure et Mélusine, qui prenait son bain, fut aperçue sous sa forme de serpent. Raymond fut horrifié et garda le secret sur son méfait. Mais lors d'une dispute passionnée, Raymond qualifia Mélusine de serpent, preuve qu'il n'avait pas tenu sa promesse. Trahie et désemparée, Mélusine fut contrainte d'abandonner son mari bien-aimé et ses enfants à cause de la malédiction. Elle se transforma en un dragon mythique et s'envola, abandonnant Raymond dans le désespoir et le regret. Elle ne pourra jamais reprendre sa forme humaine, mais de loin, elle regarda toujours grandir ses enfants et ses petits-enfants. Mère mythique de la dynastie française de la maison de Lusignan, Mélusine conférait une aura mystique aux nobles issus de cette famille. Sa figure mythique fut perçue à la fois comme une mère protectrice et comme une source de mystère et de pouvoir transcendant le monde naturel. Également connu sous le nom d'escargot, Loup-Carcol est une créature mythique du folklore français, décrite comme un grand être visqueux présentant à la fois des caractéristiques d'escargot et de serpent, notamment des tentacules poilus et une grande coquille. Loup-Carcol réside dans une grotte située sous Hastingues, une ville de la région des Landes dans le sud-ouest de la France. Loup-Carcol est une créature redoutée, solitaire et considérée comme très territoriale. Ces histoires racontent qu'il sort de sa grotte la nuit pour chasser son repas et dévorer les animaux sauvages et même les hommes. La légende raconte que le suintement qu'il laisse dans son sillage est extrêmement toxique. Personne n'osait s'approcher de la créature, sous peine d'être happé par ses puissants tentacules et entraîné dans sa grotte où il était dévoré. Elle affectionne particulièrement la chair des jeunes femmes. N'oubliez donc pas, lorsque vous dégusterez un escargot dans une brasserie française typique, que le prochain repas de Loup-Carcol pourrait bien être vous. Figure légendaire du folklore français, la Tarasque est issue des contes traditionnels de Provence, dans le sud de la France. La Tarasque est décrite comme un monstre redoutable présentant un mélange de caractéristiques animales. Une tête de lion, des écailles de dragon, une carapace de tortue et une queue contenant un dard de scorpion venimeux. La légende de la Tarasque est liée à l'histoire de Sainte Marthe, qui arriva dans la région de Tarascon et apprit qu'une créature terrifiait la population locale. L'histoire raconte que Sainte Marthe apprivoisa le monstre par sa foi et ses prières, réussissant à soumettre la bête, qui la suivit alors paisiblement dans la ville. Mais les habitants, envahis par la peur et le désir de vengeance, tuèrent la créature avec rage. Sainte Marthe pleura la mort de la Tarasque et enseigna aux habitants la nécessité de la miséricorde et du pardon. Cet événement est encore honoré aujourd'hui lors de la fête de la Tarasque à Tarascon. D'un point de vue symbolique, la Tarasque représente l'incarnation du monstre à vaincre, un thème commun à de nombreuses cultures et mythologies. La légende dépeint la victoire du bien sur le mal, de la civilisation sur la barbarie et du christianisme sur les croyances païennes, reflétant la transition de l'Europe médiévale à l'ère chrétienne. La popularité de la Tarasque dans le folklore français montre l'importance des mythes et des légendes dans la construction de l'identité culturelle d'une région. La créature ne joue pas seulement un rôle important dans les traditions locales, mais contribue également au patrimoine culturel immatériel de la France. L'UNESCO a reconnu la fête de la Tarasque comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2005, soulignant sa valeur culturelle et historique. L'Ankou est une créature terrifiante originaire de la région française de Bretagne. Il représente le serviteur de la mort et est souvent représenté sous la forme d'un squelette revêtu d'un long linceul noir, d'un large chapeau de feutre et d'une faux. Son visage est particulièrement hideux et effrayant. Il possède même une tête pivotante qui lui permet de voir dans toutes les directions. L'Ankou est chargé de recueillir les âmes des morts et de les transporter dans son corbillard vers l'au-delà.
Ses roues grincent sinistrement et il est tiré par des chevaux noirs. La légende veut que la fonction d'Ankou soit occupée par la dernière personne décédée au mois de décembre de chaque année. La première personne à mourir en janvier devient le serviteur de l'Ankou et l'aide à collecter les âmes des morts. Certains disent que l'Ankou est un être maléfique qui vient punir les pécheurs. D'autres prétendent qu'il ne fait qu'accomplir sa tâche en recueillant les âmes des morts. Mais une chose est sûre, ceux qui croisent son chemin sont condamnés à mourir dans l'année qui suit. Il est le signe avant-coureur de la mort. Si vous voyez ou entendez l'Ankou arriver, vous mourrez. Mais il existe des moyens d'échapper à la mort même lorsque l'Ankou vient vous chercher. Traverser un cours d'eau en est une. L'Ankou ne peut pas traverser l'eau courante. L'autre moyen serait de lui offrir un cadeau. L'Ankou aime le tabac. Lui offrir une pipe ou une blague à tabac peut donc vous sauver la vie. L'Ankou est encore aujourd'hui une figure populaire en Bretagne. Il rappelle que la mort est inévitable, mais qu'elle fait aussi partie de la vie. Le folklore français décrit le babou comme un personnage légendaire et monstrueux, doté de grandes dents, de griffes acérées et d'une longue queue. Il vit dans les bois ou les montagnes et s'attaque aux enfants qui s'égarent sur son territoire. Le babou est la version française du croque-mitaine des cultures du monde entier. Aux États-Unis, il y a le boogeyman, en Russie, la baba yaga et en Autriche, le krampus. Toutes ces créatures sont censées discipliner les enfants et leur apprendre à être sages. Les premiers écrits sur les babos remontent au XVIIe siècle dans un livre publié en 1632 par l'écrivain Isaac Lapéraire, racontant l'histoire d'un enfant enlevé par les babos. L'enfant est retrouvé quelques jours plus tard, gravement blessé. Le babou est une créature puissante qui punit les enfants qui se conduisent mal. Certaines histoires racontent que le babou enlève les enfants méchants et les emmène dans son repère pour les manger ou les enfermer à jamais. D'autres histoires racontent que le babou les punit en leur faisant faire des cauchemars ou en les rendant malades. Les parents disent souvent à leurs enfants qu'ils seront punis par le babou s'ils ne mangent pas leur soupe, s'ils ne s'endorment pas à temps ou s'ils ne se comportent pas bien. Dans la ville de Rivesaltes, dans le sud de la France, le babou est le personnage principal d'un carnaval traditionnel qui a lieu tous les étés. La légende du babou est un mélange de folklore, de superstition et de tradition. Les Barbegazzi sont une sorte de nains de glace dans le folklore alpin suisse et français. Le nom Barbegazzi signifie barbe gelée, ce qui est une caractéristique principale de leur apparence. Ils sont généralement représentés comme de petites créatures ressemblant à des nains avec de longues barbes gelées et de grands pieds. Les Barbegazzi sont souvent représentés portant de lourds vêtements d'hiver, ce qui correspond à leur habitat montagneux et enneigé. Ces créatures mythiques vivent dans les hautes montagnes alpines et sont étroitement associées à la neige et à l'hiver. On dit souvent qu'ils sont timides et reclus, préférant éviter tout contact avec les humains. On dit que les Barbegazzi sont de superbes skieurs, capables de se déplacer rapidement dans la neige. Selon la légende, les Barbegazzi sont aussi parfois décrits comme des êtres serviables qui viendraient au secours des voyageurs bloqués dans les tempêtes de neige ou frappés par des avalanches. En raison de leur nature insaisissable, ils sont rarement vus par les humains qui ne sont pas en danger. Les légendes de Barbegazzi reflètent le lien de la population locale avec son environnement rude et vallonné. Ces histoires ont probablement été écrites pour mettre en garde contre les dangers de la montagne. Les Barbegazzi sont un exemple séduisant de la façon dont les différentes cultures incarnent les éléments naturels et les paysages, créant des êtres mythiques qui reflètent leur environnement et leurs valeurs sociales. La coulobre est une sorte de dragon français au corps et aux ailes de serpent ou de salamandre, capable de cracher du feu ou du poison. Il est connu pour habiter les rivières et les lacs. En Provence, la légende de la coulobre est liée au Rhône, où l'on croit que les créatures habitent. Les histoires de la coulobre portent généralement sur les thèmes de la bravoure et de l'héroïsme. Les légendes racontent souvent le voyage d'un héros ou d'une héroïne qui affronte le monstre pour protéger sa communauté ou atteindre un certain degré d'accomplissement personnel. Ces histoires peuvent être des récits de chasse et de bataille, ou des récits mettant l'accent sur l'intelligence et la ruse pour vaincre la créature. L'histoire de Saint-Véran et de la coulobre est l'une des plus célèbres légendes entourant ces créatures mythiques. Elle se déroule dans une petite ville de Provence, dans le sud de la France. La créature terrifia la ville en dévorant le bétail, en détruisant les récoltes et en effrayant la population. Le sauvetage de la ville fut assuré par Saint-Véran, un évêque très respecté et vénéré dans la région. L'histoire raconte que Saint-Véran, muni de sa foi et d'une croix, défia la coulobre. Il ne recourut pas à la violence, mais à sa foi en Christ pour terrasser la bête. Selon certaines versions de la légende, il aurait exorcisé le démon de la coulobre, transformant la créature féroce en un serpent inoffensif
qui se serait ensuite enroulé autour de sa canne. La légende de Saint-Véran et de la Couleuvre n'incarne pas seulement la victoire du bien sur le mal, mais fait également écho à des thèmes communs à l'époque médiévale, tels que la suprématie de la foi chrétienne sur les forces païennes ou naturelles et l'idée que la véritable force ne vient pas de la violence, mais de la foi et de la conviction morale. L'image de la couleuvre trouva également sa place dans l'art et la culture populaire. Que ce soit dans les sculptures, sur les armoiries des villes ou dans les fêtes locales, la couleuvre reste une représentation puissante. Les dames blanches sont des esprits féminins ou des fées du folklore français. Elles sont fréquemment observées dans les régions de Lorraine et de Normandie, mais on les trouve également dans d'autres parties de la France. Les dames blanches sont de jolies jeunes femmes aux longs cheveux blancs, portant de longues robes blanches, enveloppées de brume ou de lumière. Elles sont considérées comme des esprits au grand cœur, mais elles peuvent aussi être dangereuses. Elles hantent les forêts, les lacs et d'autres lieux naturels, mais sont aussi souvent associées à des sites et à des événements particuliers de l'histoire de France. L'une de ces fameuses dames blanches réside au château de Chambord. Elle est censée être le fantôme de Marie de Médicis, la seconde épouse du roi Henri IV de France. Elle y fut arrêtée après avoir été accusée de comploter contre son fils, le roi Louis XIII. Elle mourut en exil en 1642, mais la rumeur veut que son fantôme hante encore le château. Une autre dame blanche célèbre est celle du pont d'Avignon. La légende veut que ce lieu soit hanté par le fantôme d'une jeune femme qui s'est noyée dans le Rhône en contrebas. Ou encore que la dame blanche se présente aux voyageurs sur le pont, leur demandant de l'aider à retrouver son fils perdu. Si le voyageur refusait, la dame blanche le maudissait. L'une des histoires les plus répandues à propos des dames blanches est qu'elles apparaissent aux jeunes hommes et les invitent à danser. S'il refuse, elle lui jette un sort. S'il accepte de danser avec elle, le garçon dansera jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement. Le château de Touzon est également connu pour ses dames blanches. La légende veut que Noélie soit la fille du comte Raymond VI de Toulouse vers 1207. Éprise d'un troubadour, elle s'enfuit avec lui pour échapper à un mariage arrangé. Le comte ayant fixé une forte récompense pour quiconque ramènerait la tête du ravisseur, ils se réfugièrent au château de Touzon où ils disparurent mystérieusement. On dit que Noélie hante les remparts du château la nuit. Les dames blanches sont également liées à certains phénomènes naturels. Selon la légende, la dame blanche des Pyrénées serait à l'origine des tempêtes de neige soudaines dans les montagnes. La dame blanche de la vallée de la Loire était responsable de la brume qui montait du fleuve. Les dames blanches fascinent et effraient les personnes qui visitent leurs habitats. Et même si vous savez qu'elles ne sont qu'une légende et qu'elles font partie du folklore, vous devriez toujours vous méfier de l'inconnu. La gargouille est une créature mythique française légendaire, souvent représentée sous la forme d'une sculpture de pierre grotesque et effrayante. Son nom vient du mot français gargouille qui signifie gorge. La raison en est que les gargouilles étaient à l'origine censées avoir la capacité d'avaler et de détruire les mauvais esprits. Les gargouilles sont apparues pour détourner l'eau de pluie des toits des bâtiments. Les becs de leur gueule détournaient l'eau de pluie des murs et des fondations des bâtiments, évitant ainsi l'érosion et les dégâts. Les gargouilles sont également devenues des éléments décoratifs populaires et un moyen d'éloigner les mauvais esprits et de protéger les bâtiments contre tout mal. Une légende française raconte que la première gargouille est née dans la région de Rouen. C'était un dragon typique avec des ailes de chauve-souris, un long cou et la capacité de cracher du feu qui tourmentait les gens dans la campagne. Mais Saint Romain, l'évêque de Rouen, vaincut le dragon connu sous le nom de la gargouille. Après avoir maîtrisé le dragon à l'aide d'un crucifix ou avec l'aide d'un bagnard, le monstre fut entièrement brûlé, ne laissant que sa tête et son cou. Sa tête fut accrochée au mur de l'église nouvellement construite pour effrayer les mauvais esprits et servir de protection. En souvenir de Saint Romain et de son aide, les archevêques de Rouen obtinrent le droit de libérer un prisonnier le jour consacré au saint. Au fil du temps, le mot gargouille finit par désigner toutes sortes de sculptures grotesques en pierre, qu'elles aient ou non une fonction pratique spécifique.
On trouve des gargouilles dans de nombreuses églises et cathédrales médiévales à travers l'Europe et elles sont devenues un symbole populaire de l'architecture gothique. Les cathédrales gothiques étaient ornées de dizaines, voire de centaines de gargouilles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gargouilles les plus célèbres au monde se trouvent dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Outre leur présence dans l'architecture, les gargouilles furent immortalisées dans la littérature par l'écrivain français Victor Hugo dans son œuvre Le Bossu de Notre-Dame. Dans ce roman, les gargouilles bien qu'inanimées sont les seules compagnes de Quasimodo qui vit dans le clocher de la cathédrale. Comme Quasimodo, les gargouilles sont généralement des personnages qui inspirent la crainte en raison de leur apparence extérieure, mais une âme bienveillante se cache derrière leur aspect grotesque. C'est un exemple classique de la nécessité de ne pas juger un livre à sa couverture.